une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 25e épisode, nous recevons Nicolas Charron, cofondateur des centres d'escalade intérieure Block Shop. Nous discutons de notre retard en littératie financière, l'évolution de l'escalade au Québec et de l'impact de la compétition sportive sur les affaires. Pour ce faire, voici vos côtes. Hamza Ganati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Charron de le One and Only Block Shop. Donc, Nicolas, bienvenue. Merci les gars. Hamza, merci de co-animer avec moi. Merci pour cette belle introduction, vraiment top notch aujourd'hui. Fallait le dire, le Block Shop, en plus, c'est un joyau antique Cartierville, pas loin, donc Chabanel, donc on fallait donner un petit shout-out. Pour ceux qui ne savent pas, c'est enregistré ici à Antique au studio Machiavel. Donc, sans plus tarder, on aime bien commencer par une question brise-glace pour apprendre un petit peu à connaître qui est l'homme derrière l'entreprise avant tout. Donc, si tu peux nous dire, quel type de pain es-tu, Nick? Ben là, j'avais pensé à mon affaire, puis là, en m'en venant, je me disais que la dernière année, je me sentais un peu plus comme un pain congelé. Tu sais, comme un vraiment bon pain que t'aimes, mais là, tu l'as oublié au chalet dans le congélateur, puis là, tu retournes, puis là, t'as juste ça à manger avec ton déjeuner, parce que t'as oublié à l'épicerie. Mais bon, ça, c'est momentané. D'habitude, je pense que j'aurais dû quelque chose comme une tourte au grain. Tu sais, je sais pas si vous connaissez la tourte au grain. Je sais même pas c'est quoi une tourte. C'est un pain avec presque pas de mie à l'intérieur. Okay. C'est vraiment dense, c'est complet. C'est un peu dur à l'extérieur, puis moelleux à l'intérieur. Okay. Et puis, ouais, je pense que je peux avoir l'air d'avoir une carapace, mais je suis un gars bien sensible. Puis, je suis un collectionneur de connaissances. Je me considère un jack of all trades. Puis, je dirais que la plupart de ce qu'il y a dans ma tête sert probablement à rien, mais bon, avec une bière, ça fait des bonnes conversations. nice. After record, on s'en profite de ça. Mais on n'a pas encore la bière, mais par contre, je pense qu'on va avoir une belle conversation. Ouais. Puis justement, si tu veux nous parler un petit peu Block Shop, comment c'est parti? Pourquoi Block Shop? Tout ça, c'est quoi les débuts de Block Shop? C'est parti de notre passion de l'escalade. Je travaille avec 3 personnes super intéressantes, motivées. Et puis, mon frère et moi, ça faisait des années qu'on rêvait de participer en tant que propriétaire à un projet de centre d'escalade. Et puis, on a travaillé dans le milieu pendant des années. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était le temps pour nous de partir, de voler de nos propres ailes. Et puis, une grande salle d'escalade de bloc à Montréal avec du setting commercial, ça n'existait pas. Alors, c'est parti un peu de là, d'un besoin. On s'est dit, ça n'existe pas. Nous, on peut bien le faire. Et puis, le résultat que vous voyez quand vous entrez chez nous, ben, c'est le gym qu'on avait imaginé puis qui nous ressemblait. Puis, je pense qu'on était un peu chanceux parce qu'on a créé un produit à notre image, ce qui fait que en parler, y travailler, y servir les clients, y exister, ben, ça fit pour nous parce qu'on est bien là, puis ça fait qu'on est capable de rendre les gens bien. Puis ça a-tu été inspiré, parce que je pense que le concept autour s'appelle le bouldering, dans le fond. Ça a-tu été inspiré un petit peu de ça? Ça se faisait aux États-Unis un peu? Ah, tout à fait. L'escalade de bloc, qui est l'escalade sans corde, au-dessus d'un matelas la plupart du temps, ça a existé depuis très longtemps. Mais dans les centres d'escalade au Canada, ça existait dans une section de la salle, c'est-à-dire il y avait pas... il y en avait une toute petite dans le Myland qui a ouvert en 2013, mais c'était pas le core business
des centres d'escalade. Donc, on avait un centre d'escalade de voie avec une petite section bloc. Puis nous, ce qu'on rêvait de faire, c'est ce qui existait en Europe et aux États-Unis à ce moment-là, c'est d'avoir un centre où il n'y a que du bloc. Mhm. Puis où on pouvait en offrir de top qualité pour tous les niveaux. Puis en ayant un plus grand espace, ben là, ça nous permettait d'avoir plus de parcours, donc plus de variété, plus de difficultés, puis de vraiment mettre l'effort sur cette pratique-là de l'escalade. Ouais, parce qu'en Amérique du Nord, il y a énormément de blocs. Surtout à Brooklyn, là, il y a quand même beaucoup de documentaires, c'est comme très bien documenté. À New York, c'est vraiment genre une place importante du bloc dans la côte est américaine. Et comme je l'ai mentionné, tu t'es beaucoup inspiré justement du modèle européen, du modèle américain, parce que tu as aussi beaucoup voyagé. Et on se demandait, à travers justement tes expériences de voyage que tu as eues dans le passé, notamment aussi en Asie, ce que tu mentionnais la dernière fois qu'on s'est parlé, à quel point ça t'a inspiré, vraiment, oui, en tant que business, mais aussi de comment voir les choses? Écoute, c'est un peu difficile à dire concrètement, mais moi, je pense que les voyages, c'est formateur. Puis je me cherchais, donc j'ai voyagé. Puis, comme je disais, j'aime acquérir des nouvelles connaissances, rencontrer des gens. Puis pour moi, c'était un peu normal. Et tous mes amis autour de moi voyageaient. Puis pour moi, c'était une évidence que c'est quelque chose que je devais faire. Puis j'ai été chanceux parce qu'à un moment donné, à la fin d'un long voyage en Asie, je me suis ramassé sur la plage en Thaïlande avec des gars puis des filles bronzées qui grimpaient des murs super impressionnants. Puis je me suis dit, ah, wow. C'était genre durant Full Moon que c'était tout le monde genre all-in? Ben, non, mais esprit de, peut-être. Ouais, c'est ça. Puis moi, je pense que c'est là que j'ai grimpé toute ma vie un peu. Mais à ce moment-là, je me suis dit, l'escalade va faire partie de ma vie. Puis quand je rentre au Canada, je vais en faire mon lifestyle. Parce que moi, je veux revenir ici puis être comme eux. Okay. À ce sens-là. Mais sinon, mes voyages plus axés sur l'escalade, ça s'est fait par après. Et puis, sinon, mon frère, avec qui je travaille, a ramené beaucoup, nous a beaucoup nourri sur les nouvelles tendances, comment faire les choses, les best practices, qu'est-ce qui est hot en escalade. Parce que lui a travaillé beaucoup en voyageant. Okay. Chose que moi, j'ai moins eu la chance de faire. Est-ce que c'était comme genre un nomade où il prenait justement sa passion pour l'escalade et il allait justement de place populaire à place populaire? En fait, mon frère a beaucoup évolué dans... puis je ne veux pas trop parler de lui, il faudrait lui poser la question pour avoir les bonnes réponses, mais il s'est beaucoup développé dans le monde de la compétition d'escalade. Moi, j'ai participé un petit peu à ça plus localement dans ses débuts. Dans le temps, on faisait à peu près tout. Mais Fred a vraiment voulu pousser le développement de l'escalade sportive. Puis pour ça, il s'est promené beaucoup. Puis il est allé chercher des formations. Puis son objectif, c'était d'aller acquérir les connaissances autant qu'il pouvait. Et puis ça, je pense que ça a beaucoup nourri le style d'escalade que vous voyez ou que vous grimpez quand vous venez chez nous. C'est quoi tes voyages les plus marquants Tu as parlé d'Asie, t'es allé en Chine, tout ça? Mes voyages les plus marquants. C'est une grosse question, hein? Ouais, c'est difficile. Je pense que chacun de mes voyages a eu ses hauts et ses bas. Je pense que grimper en Thaïlande, ça m'a beaucoup marqué dans le temps. Et puis, mes derniers voyages d'escalade, ça a été en Afrique du Sud, qui est le paradis de l'escalade de bloc. Je pense que tout le monde qui fait du bloc un jour veut aller expérimenter l'escalade aux Rocklands. Et puis, c'est plus extérieur ou c'est dans des centres à l'intérieur? Non, là, on parle de champs de blocs qui sont sculptés par les intempéries ou par des années de... et puis là-bas, il y en a juste à l'infini. C'est comme si on pourrait presque passer une vie à grimper là-bas puis on n'aurait jamais fini. Nice. Donc, ce qui fait un bel endroit pour grimper, c'est quand il y en a beaucoup, c'est dense, il y a une variété de mouvements, il y a une variété de difficultés, on peut se déplacer facilement d'un secteur à l'autre. Et puis, c'est certain que d'être dans un endroit où il y a quelque chose de différent à voir, là, ça fait que les jours où on doit se refaire la peau ou refaire les bras, on a quelque chose à faire. Puis, être en Afrique du Sud, c'est quand même pas si mal. C'est pas si mal, ouais. Mais c'est ça aussi.
l'escalade a tellement d'avantages. Le fait surtout qu'on fait l'extérieur, s'il y a des vues magistraux, c'est incroyable. Et aussi, il y a d'énormes bienfaits physiques. Probablement, oui, avec le dos, je travaille beaucoup, l'avant-bras. Tous les fois que mes mains ont été décapitées, il fallait que j'attende une semaine pour que ça revienne. Mais aussi, il y a une énorme emphase sur le fait que ça fait extrêmement du bien mentalement. Parce qu'à la fin, quand tu fais d'escalade, c'est comme un peu un sudoku, tu essaies de résoudre pour aller au top. Donc, à partir justement de tes expériences et aussi des personnes qui côtoient justement le Block Shop, est-ce que tu as eu des témoignages de à quel point ça apporte des bienfaits psychologiquement, l'escalade? Il y a toutes sortes de beaux sports, mais quand on est capable de marier justement le dépassement physique, psychologique, être à des endroits magnifiques, et puis en plus avoir des gens fascinants autour de nous, ben pour moi, c'est ça qui fait la magie de l'activité. Puis en escalade, ben, ça nous amène à des endroits, comme on disait tantôt, époustouflants. Il faut être en forme physique, en forme mentalement, parce qu'il y a un défi, on parle d'adrénaline, il y a un côté danger. Puis, moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des gens fascinants. Autant à l'extérieur que dans les salles d'escalade. Puis c'est peut-être ça qui est vraiment touchant, c'est qu'on va rencontrer quelqu'un qui est musicien, un microbiologiste, un économiste, un médecin, ou... là, je dis un, mais maintenant, ça aussi, c'est intéressant, c'est que est-ce qu'il y a plus de gars ou de filles dans ma salle aujourd'hui? Je ne le sais pas. Mais il y a du monde de partout. Puis souvent, c'est des gens intéressants puis intéressés. Mais c'est certain que on m'en a conté tout plein des histoires de gens qui se cherchaient. Puis c'est ça qui est intéressant avec cette activité-là aussi, c'est que souvent, ça va aller toucher des gens qui sont un peu marginaux ou marginalisés, qui ne vont pas se retrouver dans l'activité typique qu'on nous enseigne à l'école ou que tout le monde joue dans la rue. Puis un jour, ils vont dire « Ah, mais ça, c'est pour moi. » C'est comme résoudre un puzzle ou jouer à un jeu vidéo, mais en vrai. Puis quand on le fait bien, je pense qu'une belle salle d'escalade, c'est ça que ça nous fait vivre. Puis en plus, là, on rajoute des gens, on rajoute un lifestyle sain. C'est certain que ça nous encourage à mieux manger, plus dormir, avoir une meilleure hygiène de vie. Puis je pense que dans ce sens-là, ça va toucher beaucoup de gens, sans compter que c'est une super activité de mise en forme qui peut servir pour toutes sortes d'autres sports. Fait que ça a l'avantage comme on dirait, de mettre en shape sans lever des poids. C'est sûr qu'à un moment donné, peut-être qu'on en veut si on veut si on veut performer à un certain niveau, mais ouais, c'est comme des points bonnies côté physique, l'escalade. Et je vais jumper justement sur cette communauté parce que récemment, ayant eu la chance quand même d'aller faire quelques fois d'escalade justement au Block Shop à Chabanel, tu l'as dit, une communauté qui est genre tout le monde est rassembleur, très diversifié, le monde justement qui est, comme tu l'as dit, marginalisé, qui aime ça, résoudre des pièges et qui se parlent entre eux. Et ça aussi, c'est un aspect fort important, c'est qu'il y a une énorme collaboration des inconnus. Par exemple, j'essaie de faire, pour ceux qui connaissent un peu la référence, exemple une V3 ou une V4. T'es encore au niveau débutant. Le niveau de difficulté, là. Ouais, c'est encore genre comme tu commences, disons. Et c'est fou comment, par exemple, quelqu'un qui prend 10-15 minutes à avoir la misère à comprendre comment réussir à faire, des inconnus qui vont venir te voir, hey, fais cette méthode-là, hey, je vais le faire pour que tu puisses comprendre. C'est fascinant. Puis ça, et j'en ai fait quand même beaucoup de sport dans ma vie, là, puis c'est une des seules occasions que j'ai vraiment senti, waouh, je me sens un peu vraiment dans une équipe sans être dans une équipe. C'est un peu fascinant. La nature du sport fait en sorte qu'il y a beaucoup de temps de repos. Puis on décortique beaucoup quand on veut accomplir un parcours qui est difficile pour nous. On passe beaucoup de temps à décortiquer. Puis, si je compare à quelque chose comme une activité comme, par exemple, le surf ou le ski, ben quand on fait du ski puis on fait la première piste, ben il y a une trace. Puis quand t'es le deuxième. Mais en escalade, ou quand il y a une vague, ben la vague, elle passe. Puis après ça, il y en aurait peut-être plus en surf. Alors, les gens ont vraiment le désir d'être le premier. Mais en escalade, il y a tellement de temps de repos que, bon, ça se peut qu'il y ait trop de monde autour d'un bloc. Mais souvent, on a tout avantage à partager. Puis je pense qu'on retire beaucoup de plaisir de voir les autres réussir. Surtout quand on a pu participer à ce processus-là. Que ça soit un premier V10 ou un premier V2, à quelque part, on s'en fout. C'est la vibe de la personne qui est debout sur le bloc qui fait si c'est impressionnant ou pas. Ouais, exact.
Nice. Mais j'aime vraiment ça entendre ça parce que moi, je suis très peu allé au Block Shop. Je suis allé peut-être une fois et tout. Mais voir qu'il y a un vibe comme ça, ça donne envie d'y aller encore plus. Mais je l'amènerais tranquillement vers la section l'argent du beurre. Maintenant, on sait comment tu gagnes ton pain. Hamza, peux-tu nous dire un petit peu, d'après les recherches qu'on a fait un petit peu, l'histoire de l'escalade, ça monte à où au Québec? Ouais, parce qu'on a vraiment une histoire riche d'escalade au Québec. Je sais pas si Nick t'es un peu au courant. J'en connais un bout, oui. OK, parfait. Donc, tu vas un peu On va challenger par rapport à ça. Mais donc, l'escalade au Québec depuis les années 1930. Donc oui, les années 1930, qui a vraiment eu un énorme engouement. En fait, les premières personnes qui faisaient de l'escalade au Québec, c'est des étrangers qui sont venus en 1930, surtout au Val-David. Donc, c'était vraiment le Val-David. Val-David, ouais, à Val-David, donc qui était un des monts les plus populaires. Et il y a vraiment eu un énorme engouement, justement, à pouvoir monter le Val-David graduellement. Et ça a créé, en fait, les premiers clubs d'escalade au Québec. Donc, il y a eu le McGill Outdoor Club. Il y a aussi un comité aussi canadien par rapport à, justement, les activités d'escalade. Et après, par la suite, le gros moment au Québec fait par des Québécois, ça a été au Cap Trinité, si je ne me trompe pas. C'était au Cap Trinité, auquel justement ça a été à Val-David, le mont un des plus importants. Et la plus grande réalisation qui a été faite, qui était très bien documentée, c'était en 1972, quand il y a eu 3 escaladeurs qui ont monté pour la première fois les chutes de Montmorency. Donc, on peut voir que vraiment, depuis les années 1930 jusqu'à maintenant, il y a comme une histoire très riche avec les Québécois avec l'escalade. Et on voit encore maintenant encore plus avec la nouvelle génération. Comment toi, tu vois justement ce passé historique puis l'engouement présent des Québécois envers l'escalade? Je pense que ce qui se passe, c'est qu'avec l'avènement des salles d'escalade, on a comme créé une nouvelle discipline. Puis, c'est intéressant que tu parles de Val-David parce que, bon, je me rappelle des histoires de Fritz Weissner qui faisait les premières ascensions à Val-David. Puis ensuite, il y a Claude Lavallée qui a été le fondateur de la Fédération des montagnes, Bernard Poisson, qui faisait des premières ascensions avec des coins de bois. Ça a tellement évolué. Puis dans ce temps-là, bon, on grimpait pour le plaisir, mais on grimpait aussi à Val-David pour aller faire des grandes ascensions ailleurs. Et puis, il se servait de Val-David un peu comme un rocher-école, autant pour initier des gens que pour eux se pratiquer pour aller grimper dans les Dolomites ou ailleurs. Et puis, les technologies ont évolué. Les chaussures d'escalade sont plus les mêmes. Nos cordes, des techniques d'assurage. Dans le temps, on assurait les gens avec la corde autour de nos hanches, sans appareil d'assurage. C'est vraiment pas la même chose. Moi, quand j'étais petit gars, mon père m'attachait une corde en dessous des bras, puis quand on tombait, il fallait baisser les bras pour pas passer à travers le trou. Puis lui, il était en haut, attaché après un arbre, puis il nous assurait autour des hanches. Mais là, on est dans les années 80. Puis là, fast forward 30 ans, les gens, ou peut-être 15-20 ans, les gens servaient de l'escalade intérieure pour progresser à l'extérieur. Puis bon, les compétitions d'escalade étaient commencées depuis un bon bout en Europe, mais ici, chez nous, ça existait moins. Donc, les gens qui grimpaient dans les salles, c'était des gens qui voulaient s'améliorer pour grimper à l'extérieur. Mais là, de nos jours, dans les derniers, je sais pas, peut-être 10-15 ans, on a commencé à avoir des salles d'escalade plus modernes. Donc, plus adaptées, mieux ventilées, plus agréables. Parce qu'avant, les salles d'escalade, c'était quoi? C'était un espace industriel avec des feuilles de plywood, des prises, pas d'air climatisé, pas chauffé l'hiver, pas de ventilation. Donc, c'était pas le genre d'endroit où tu voulais amener une première date. Ou ta mère. Ouais, si tu voulais pas lui faire vraiment, vraiment peur. C'est ça. Mais aujourd'hui, les salles se sont modernisées pour faire en sorte que ce soit accessible à monsieur, madame, tout le monde. Et puis, à cause de ça, l'escalade extérieure est devenue une activité à part entière. Donc, je pense qu'il est là, à mon sens, le gros changement dans les salles d'escalade. Puis, on va avoir des gens, même sur le circuit de Coupe du Monde, qui vont presque exclusivement grimper sur des prises de plastique. Puis, il y en a qui vont le dire. Ils vont dire, moi, mon sport, c'est l'escalade sportive. C'est ça qui m'intéresse. C'est de gagner des compétitions d'escalade de bloc ou d'escalade de voie. Puis, il n'y a pas nécessairement l'intérêt
d'aller grimper sur des blocs à Fontainebleau ou sur du rocher dans les Rocklands, ou encore moins d'aller faire une ascension alpine du style de K2 ou Denali. Pour quelqu'un qui connaît pas ça, l'escalade de voie versus de bloc. Bon, si on y va simple avec les disciplines qu'on va voir aux prochains Olympiques, il y a l'escalade de bloc, là on parle pas de corde, un bloc d'environ 16 pieds au-dessus d'un très gros matelas qui va faire que le grimpeur, s'il tombe, va tomber sur le matelas. Ensuite, on a la discipline de la difficulté. Donc là, c'est de l'escalade encordée. Puis l'objectif, ça va être de se rendre le plus haut possible dans la voie ou dans le parcours. Puis la troisième discipline, ça va être la vitesse, où c'est un parcours fixe, parce que dans le cas de l'escalade de bloc ou de difficulté, la voie va changer, ou les parcours vont changer d'une compétition à l'autre, ou d'une étape à l'autre. Tandis que pour la vitesse, c'est toujours le même parcours, le même angle, la même distance entre les prises, les mêmes prises. Donc, le parcours reste standardisé d'une compétition à l'autre. Puis l'objectif, c'est de se rendre en haut le plus rapidement possible. Ouais. Donc, on parle de quelques secondes. Wow. Puis à Montréal, justement, il y a une compétition annuelle au Parc Jean-Drapeau, justement, d'escalade en vitesse. Il y a beaucoup d'athlètes partout à travers le monde qui viennent. Est-ce que si je me trompe pas? Ah bon, là, on parle d'une discipline hybride, qui est le psychobloc. Fait que c'est, dans le fond, c'est un peu comme si on mélangeait les trois disciplines. Parce que là, on a un mur qui est très haut, où les prises vont changer, où les prises ne sont pas standards. Puis l'objectif, c'est de se rendre le plus rapidement en haut. Mais ça, c'est fait au-dessus d'une piscine. Je sais qu'on a beaucoup grimpé en psychobloc sur l'île de Majorque, en Espagne, puis de là, en est découlée la compétition. Puis bon, ils se promènent un peu partout. Mais là, on parle de la discipline qui fait le vrai show. Donc, je sais pas si c'est autant agréable pour les gens qui tombent dans l'eau que pour les gens qui sont dans la foule, mais c'est vraiment un crowd pleaser, le psychobloc. Nice. Okay. Si vous pensiez écouter un balado sur l'entrepreneuriat, maintenant vous avez un cours Escalade 101. Donc, mais c'est fun pour quelqu'un comme moi qui connaît pas grand-chose. Donc, tu sais, je t'arrêtais sur le truc de la voix, tout ça. Mais j'avais aucune idée qu'il y avait autant de variétés, puis même que ça soit aussi présent aux Olympiques. Est-ce qu'avant ça, il y avait autant de disciplines aux Olympiques ou c'est fairly new? C'était une nouveauté complètement, l'escalade aux Olympiques qui était censée avoir lieu aux Jeux de Tokyo. Ah, la première fois, là, ever? C'est ça. Nice. Il y avait 4 disciplines qui avaient été rajoutées, dont l'escalade. Donc, c'était vraiment un gros pas en avant pour l'escalade sportive. Bon, là, peut-être que je vais me faire corriger sur certaines choses que j'ai dit. Non. Je suis pas l'historien spécialiste de l'escalade sportive. Moi, je vous l'ai dit, je suis un jack of all trades. Là. Ça fait que je fais un peu de tout, puis je suis pas vraiment bon. Je suis pas un champion dans rien, mais il reste que ça me passionne, puis j'adore suivre les circuits de Coupe du Monde. Mais c'est quand même nice, parce qu'il y a beaucoup de compagnies, justement, qui ont endorse justement le mouvement d'escalade. Dans Red Bull, il y a plusieurs compétitions d'escalade. Et il y a aussi eu plusieurs compagnies qui ont fait justement cette communauté d'escalade ici au Québec. On a un peu ce public cible, justement, de ceux qui boivent du Mateina ou du Gourou, qui portent du North Face, qui vont constamment à Block Shop. Donc, cheers to that à ces personnes-là. Donc, toi, en tant que client, toi, en tant que propriétaire, et quand tu vois tes clients vraiment qui ont un énorme sentiment d'appartenance avec ce lifestyle qui est lié avec l'escalade, comment toi tu le sens? Comment tu le vois agir, en fait, cette relève-là? Ben, c'est certain que nous, ça nous fait plaisir. C'était l'objectif directeur dans ce qu'on voulait faire, c'était de partager notre passion. Puis si on y va à l'essence, nous on se sentait bien dans un centre d'escalade. Ça nous a fait du bien, ça nous a aidé à évoluer dans nos vies. Puis là, je parle de mes associés et moi. Puis c'était ça qu'on voulait partager, de créer un environnement où on pouvait partager cette passion-là. La découverte du mouvement, le dépassement de soi, le côté social. Donc, quand on voit des gens qui viennent chez nous puis qui adhèrent à ce lifestyle-là, ben là, on dit ça c'est vraiment une réussite. Si on peut accrocher une personne qui n'avait pas trouvé la bonne activité pour elle, puis là, elle tombe en amour avec l'escalade, ben là, ça justifie, ça justifie ce qu'on fait.
Nice, nice. Puis je nous ramène justement à lifestyle, tout ça, mais avant d'être un fan d'escalade, tout ça, tu as aussi jumelé quelque chose qui est en business très utile, mais qui fait moins sexy, moins cool, moins lifestyle-ish. T'es CPA aussi. Donc, Oui. t'as sûrement une des business les plus cool, les plus hip et tout. Puis il y a un CPA derrière qui est à la tête de ça. Je pense que ça va en surprendre quelques-uns, mais comment ça t'aide d'être un bon connaisseur des chiffres comme ça, là? Ben, c'est parce Ça que fait les du gens ne sens. savent pas qu'être CPA, c'est hip. Ah, OK. That's what it is. T'as pas porté les pas bruns aujourd'hui, là. J'étais un peu déçu. Non, C'est non, vrai, non, hein? non. Je me suis... ouais. Tu défais tous les stéréotypes qu'on a sur les comptables en ce Ouais. moment-là. Ben, il y a une chose que les gens savent pas, c'est que c'est pas sexy d'être un comptable, mais les gens savent pas que moi, je suis pas comptable agréé, mais on peut très bien gagner sa vie en étant comptable. Puis, il y a des parties fascinantes de la comptabilité. Moi, la façon que je le vois, mon père est prof de comptabilité, puis il dirait la comptabilité, c'est de placer les choses à la bonne place, ou mettre les chiffres à la bonne place. Puis, moi, la façon que je l'ai vu quand j'ai fait mon premier cours de comptabilité, je me suis dit, si un bon comptable, c'est comme un radiologue pour les business. Être capable de regarder des états financiers, comprendre ce qui va bien, ce qui va pas bien, et puis faire des belles choses avec ça. Puis moi, c'est ce qui me passionnait. Je peux pas dire que placer des chiffres à l'essence, c'est ce qui me passionne. Je suis pas fait pour être mathématicien. Mais le concept de bien comprendre sa business, puis de pouvoir faire des choses passionnantes quand on a placé les chiffres dans les bonnes colonnes, puis on sait ce qui se passe, puis on a une bonne idée de ce qui va se passer dans le futur. Ça, pour moi, c'était très empowering. Et puis bon, c'est certain que quand on connaît le langage, puis on a besoin des sous, puis quelques lettres après son nom aussi, ça aide quand on va à la banque pour demander du financement. Ça fait que c'est certain que ça donne de la crédibilité. Puis je pense que dans le day-to-day, ça nous aide beaucoup. Puis bon, moi, j'ai développé ce champ de compétences-là parce que je trouvais ça intéressant. Puis parce que je pense que ça se mariait bien avec les compétences de mes associés aussi. Puis, ouais, justement, j'imagine que vous êtes complémentaires. Toi, tu t'occupes plus de l'aspect financier, Tout à fait. comptabilité. Tes collègues, par exemple, tes partenaires, excuse-moi, ils s'occupent de quoi, eux, par exemple? Mon associé Michel a un background de restauration. Il a été propriétaire de restaurant, travaillé dans le milieu pendant des années, puis il a été propriétaire du premier bar à vin spécialisé dans les vins nature à Montréal, qui a existé pendant 10 ans sur la rue Saint-Denis. Ça s'appelait Les Trois Petits Bouchons. C'était une table exceptionnelle. C'est là où je l'ai plus connu, d'ailleurs. C'était mon patron dans le temps. Je travaillais avec mon frère puis ma belle-sœur. Ma belle-sœur a un background en stylisme. Elle était styliste de photos de mode. Donc, elle s'occupe de notre branding, de l'image de marque. Le visuel, c'est beaucoup dirigé par elle. Puis chez nous, c'est quelque chose, je pense, qui est très fort, d'avoir une image cohérente. Ouais. Puis sinon, mon frère, il a étudié en musique, mais il a travaillé très fort, comme j'en ai parlé beaucoup tantôt. Il a beaucoup évolué dans le monde. On appelle ça le route setting. Donc, c'est l'art de placer les prises sur les murs de façon à faire que les parcours sont agréables, stimulants, sécuritaires. Et puis, où il y a un challenge aussi. Donc, Il change régulièrement aussi. oui, hein? tout à fait. Sur 2 semaines, là, si je ne me Ouais. trompe pas. Le roulement va dépendre des salles. Là. Ça peut ressembler à 5 ou 6 semaines, là, le roulement total de la salle. OK. Donc, je dirais que une des tâches principales de Fred, c'est de placer les prises. Donc, c'est comme si on avait un restaurant. Ça serait notre chef. Nice. Intéressant. Puis c'est très familial, quand même, finalement. Belle-sœur, frère, tout Tout ça. à fait. Amis Tout à très fait. longue date. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est important pour toi, l'aspect familial, l'aspect d'être proche des gens que tu aimes dans ce que tu fais au travail? Ah oui. Ouais. Oui. Puis dans les débuts, j'avais une certaine inquiétude par rapport à ça. Et puis si on m'avait posé la question, est-ce que c'est une bonne décision ou pas, j'aurais peut-être hésité, mais dans le sens, parce que bon, on s'entend que ça peut amener des conflits dans nos soupers de famille. Ouais, ils sont très personnels. Mais sinon, après
les années qu'on a été ouverts, je me rends compte à quel point... une chose d'emblée, je le sais que je ne travaille pas avec mon frère parce que c'est mon frère, je travaille avec mon frère parce que je trouve que c'est le meilleur. Puis c'est la même chose avec, avec ma belle-sœur. Et puis, on n'est pas une entreprise où on nous a légué une entreprise puis on est prêt à travailler ensemble. On a choisi de travailler ensemble, on a appris à travailler ensemble. Puis c'est certain que j'ai eu la chance de tisser des liens avec ces gens-là que j'aurais pas tissé si on n'avait pas travaillé d'aussi près. Puis je pense que... je pense pas, mais je suis fier d'avoir bâti ce qu'on a bâti ensemble. Mais c'est intéressant parce que quand tu l'as mentionné, beaucoup de personnes ont pu penser premièrement, famille, c'est à cause que c'est facile d'accès, les relations. Mais comment toi, tu l'as positionné, c'est non, c'est les compétences at first de chacun. Évidemment, la famille a aidé parce que ça a été facile d'accès, parce que c'était première personne. Mais c'est quand même intéressant que la première description que tu as mentionnée, c'est l'aspect vraiment que on a une expérience, justement, une expérience utilisateur de quelqu'un qui va aller en Blockshop. On a l'expérience en termes de le contenu avec justement ton frère qui est un expert à vraiment mettre en place que ce soit challenging. Donc, comment tu peux évaluer justement les compétences de ces personnes-là? Et en fait, comment tu décrirais, toi, ta capacité à évaluer un peu la situation pour assurer ce que ton produit correspond vraiment avec le besoin de ton audience? Je pense que c'est quelque chose... c'est comme le GPS, là, recalcule en cours. Cet exercice-là, on le fait tout le temps. Puis là, est-ce qu'on est plus du camp on décide ce que le client va vouloir ou est-ce qu'on est plus, on écoute notre client? Je pense qu'il y a un mariage entre les deux, mais on est très attentif à ça. Et puis, on n'a pas peur de se remettre en question constamment pour essayer de peaufiner notre produit. Et je pense qu'on aime beaucoup de parler des petits détails qui font la différence. Puis je pense que notre produit ne fera pas plaisir à tout le monde. Puis je pense que c'est correct aussi. Parce que c'est ça qui nous donne un peu la possibilité de pousser les choses plus loin dans une direction qui, de fait, plaira pas tout le monde. Mais si on essaie de plaire à tout le monde, ça va être normalisé à un point où on ne sera pas capable de se démarquer puis on ne sera pas capable de pousser nos idées jusqu'au bout. Oui, surtout que justement dans le marché, il y a quand même une compétition quand même assez féroce. De plus en plus. On va mentionner quand même quelques noms, au pire ça pourra te créer un peu des émotions, mais évidemment, on a le Nomad Block qui est là, il y a le Beta Block, il y a le café aussi, maintenant c'est rendu un café, que tu peux prendre ton café, puis maintenant il y a un mur d'escalade jusqu'à côté. Donc, il commence à avoir différents concepts et maintenant que tu es aussi dans le conseil d'administration de l'Association québécoise de l'escalade, comment tu vois justement l'industrie, la compétition et surtout aussi l'habitation à travers justement ces différents compétiteurs? La cohabitation? Ouais, la cohabitation, désolé. Tu y vas comme des partenaires ou plus comme une compétition qui vient de manger des parts? Peut-être que je peux parler de ce que je trouve beau dans tout ça. Ouais. Parce que, bon, la fédération, c'est une OBNL qui travaille en parallèle, puis elle a pour but d'encadrer, développer le sport de montagne à part entière. Donc, il y a un croisement quand on parle de la formation, des réglementations, du circuit de compétition. On va travailler de concert. Quand je dis on, je parle des salles d'escalade. On va travailler de concert avec la fédération. Mais sinon, on n'est pas dirigé par la fédération. Je dirais plus qu'on est épaulé, aiguillé par la fédération. Puis c'est ça, on va travailler ensemble pour le développement des compétitions. Moi j'ai décidé de joindre la fédération que je vais quitter cette année d'ailleurs. Hein. Mais j'y ai travaillé parce que au tout début, parce que je voulais aider à développer les circuits de compétition. J'ai été sur la commission de compétition pendant 6 ans, de 2010 à 2016, parce que je sentais que je pouvais donner quelque chose que moi, je n'avais pas vécu comme ado, puis que je trouvais beau. Et puis, plus tard, j'étais sur le conseil d'administration parce que je croyais dans le développement de la fédération, autant pour développer le sport pour mon centre d'escalade que pour moi, personnellement, en tant que passionné de montagne. Que ce soit l'escalade, le ski de montagne. Bon, il y a des activités que je pratique pas, mais je trouve ça bien, ce qui se passe. Et puis, la fédération est en plein essor, d'ailleurs, là, puis ils font toutes sortes de belles choses à plein d'égards. Mais sinon, ce que je trouve beau dans
le développement du sport ou quand on voit de nouvelles salles d'escalade, c'est quand les gens font quelque chose de différent. Puis je pense que pour moi, la beauté est dans le potentiel différenciateur. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, puis a son Magic Spice, ou la salle a son Magic Spice à elle, ça, je trouve ça beau. Puis je pense que c'est quand on fait tous bien ça que là, on peut aider à bonifier la communauté d'escalade. S'il y a un nouveau joueur qui arrive puis qui fait une proposition différente, je pense que tout le monde va en bénéficier. Y en a-tu justement une couple que tu as vu que tu as fait comme « Oh, that's nice. Ça, c'est bien. » Ce qu'ils ont fait. J'ai toujours quelque chose à apprendre quand je vais dans une salle. Ouais. C'est sûr que je suis picky. Je travaille dans le domaine depuis presque 20 ans, là, on and off. Ça fait que je pense que comme n'importe quel restaurateur qui rentre dans un restaurant, il y a des choses qu'on voit puis que on est peut-être plus Piqué. attentif à certains détails. Mais encore là, je me dis, si une salle est différente de la mienne, ben, elle va plaire à quelqu'un qui sera peut-être pas bien chez nous, puis ça, c'est correct. Puis je pense que c'est là que c'est intéressant. C'est que plus on focus sur qui on est, puis qu'on est différents les uns des autres, mais de la même façon qu'un restaurant, ou je pourrais parler de n'importe quel business, si on ne compte pas exactement tous le même besoin, ben, dans ce sens-là, on peut tous s'aider. Puis c'est ça qui arrive un petit peu, genre chacun, comme tu disais, à son space. Il y en a qui utilisent plus de la musique jazz, whatever. Puis il y en a d'autres qui ont leur style, tout ça, où ils font des soirées, je pense aussi. Mais chez nous, c'est quand même la meilleure place. Ah, Yeah, ouais, c'est ça. On va se le dire. Je fais un témoignage client. C'est valide, nice. Puis je nous change un petit peu de sujet parce qu'on voulait absolument couvrir ça, je pense. Peut-être pas grand monde le savent, mais tu es quasiment un intrus parmi nous, mais plus tard depuis 20 ans. Mais tu es à la base franco-ontarien, mais devenu québécois maintenant, fièrement québécois maintenant. Tu as adopté Montréal depuis 20 ans environ comme ta ville. Est-ce que tu as vu des différences? Je veux pas que tu dises trop ton âge, là, mais tu es arrivé quand même jeune, je pense, quand même installé au Québec. Je suis arrivé en 2000. En 2000, Ouais. OK. Ouais. Puis adolescent, fin adolescence. Ouais. Faut pas spoiler C'est l'âge. c'est non que tu fais, là. Je suis déménagé à 2000 pour venir à l'université à Montréal. Ouais. Nice. Ouais. Puis c'était comment ça, ce changement-là? Tu as quand même, rendu à l'université, tu as quand même bien vécu l'expérience ontarienne. Puis là, tu as bien vécu l'expérience québécoise. Tu as-tu des différences? Écoute, moi, la première fois que je suis venu à Montréal, je pense que j'avais 16 ou 17 ans. Je suis venu faire la fête avec des amis. Classique. Puis j'ai décidé, moi, je viens vivre à Montréal. Il y avait pas... C'était pas une question. Je voulais venir ici. Tu es tombé en amour, là. Oh oui, je me sentais bien. Puis là, je veux pas être trop ésotérique, mais c'était... I felt it. C'était pour moi, Montréal. Puis depuis ce temps-là, autant que j'aime voyager, puis que peut-être un jour, j'aurai un pied à terre ailleurs, mais de revenir à Montréal, je pense que je vais toujours l'apprécier. Puis, ben c'est ça, c'est chez nous. Ici, je sentais qu'il y avait des gens de partout. Je sentais que les gens se regardaient dans les yeux, dans la rue. Je voyais des gens habillés différemment qui conversaient. C'était comme si... c'est comme si les gens se mélangeaient plus facilement. C'est ce que je sentais, puis moi, c'est ce qui m'a plu. Puis je me suis dit, en venant ici, je vais apprendre, je vais rencontrer des gens. Puis je vais être bien aussi parce que si je croise quelqu'un dans la rue, je vais pouvoir l'aborder ou peut-être qu'on va m'aborder. Et puis, c'est certain qu'il y a le côté francophone aussi. Moi, j'ai toujours parlé français. On a toujours parlé français chez nous, à la maison. Et puis, j'aimais le côté bilingue. Je me sens autant confortable dans le côté plus anglo ou allophone de Montréal que dans le côté francophone. Puis c'était comme un parfait mix pour moi. Tu te retrouvais là-dedans? Ouais. Puis c'est certain que c'était une plus grosse ville aussi qu'Ottawa. Donc, ça me plaisait. Ah ouais. Puis on parlait de marginalité tantôt. Puis je pense que des gens flyés, il y en avait plus à Montréal. Puis c'est l'impression que ça me donnait. Puis moi, ça me plaisait beaucoup. Ouais. C'est vrai que Ottawa, ville fonctionnaire, un petit peu, c'est pas là où j'imagine ça sort trop tard, puis ça sort des normes beaucoup. En tant que jeune adulte, je sentais ça un peu moins cadré. Puis ça m'a plu. Donc, je suis jamais parti. Nice. Mais voilà. Puis 20 ans plus tard, tu nous disais, juste avant le balado, maintenant, tu dirais québécois, plus que tu es
franco-ontarien, québécois d'origine, franco-ontarienne? C'est difficile à dire. Ouais. C'est difficile à dire. Mais oui, je pense que ça dépend à qui je parle. Je pense que ça va toujours dépendre. Je me sens montréalais et puis je suis bien ici. Après ça, d'où je viens, ça fait partie de mon parcours. Ouais, exact. Puis je pense qu'il y a toujours une richesse dans d'où les gens viennent. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire, né pour un petit pain, d'ailleurs. Jusqu'à... Bon, je sais pas quand. Mais c'est ça. Je pense que je me sens chez moi, puis ça en reste à ça. Puis là, si quelqu'un est curieux, ça va me faire plaisir de parler d'où je viens, puis d'où viennent mes parents. Parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui savent pas que ça existe des francophones hors Québec. Ouais. Et puis ben c'est ça. Moi, je suis fier de qui je suis, fier d'où je viens, mais je suis bien ici. Puis, Nice. Est-ce que tu t'es déjà senti un petit peu stigmatisé par rapport à ça? Genre le fait que... Des fois aussi, il y a comme une rivalité, I guess, Québec-ontarienne, puis on oublie qu'il y a des francophones juste de l'autre bord de la frontière. Tu te sens-tu comme oublié un peu? en tant qu'ado, oui, on se sentait oublié, c'est certain. Puis en venant à Montréal au début, ben, j'avais un accent de l'Ontario. Maintenant, je pense que je suis assez assimilé que les gens me le diraient pas d'emblée. Mais oui, c'est sûr qu'on était un peu déclassés, là. J'étais un Anglais quand je suis venu ici. Mais bon, à un moment donné, ça passe. Puis on apprend à parler comme les gens d'ici. Je dis ça comme si je venais de l'autre bout du monde, mais je me suis toujours senti très bien. Y a-t-il des expressions clairement franco-ontariennes que tu peux nous apprendre, qu'on va pouvoir utiliser pour flex notre knowledge? Je pense pas. Mais je pense que l'utilisation des anglicismes en Ontario est différente d'ici. En Ontario, on dirait pas flex net knowledge, on dirait flexer net knowledge. OK. Fait que l'anglicisation des termes est pas exactement la même. Tu peux se mélanger un petit peu, peut-être. Pardon? C'est peut-être un peu mélangé avec Ouais, le la français. conjugaison est pas faite de la même façon. OK, intéressant. Ouais. Mais bon, c'est beau partout. Ouais. Nice. Et on passera à la dernière section maintenant du pain sur la planche. Et donc, on aimerait parler un peu plus en savoir. On n'a pas quand même parlé beaucoup de la relation Québec et l'Ontario. Qu'est-ce que tu penses qu'en fait. Et en fait, non, je vais réitérer ma question en fait, parce que tu as dit un très bon point que tu ne savais pas c'est quoi être né pour un petit pain. Et maintenant que tu es rentré dans la culture québécoise quand même depuis 20 ans, est-ce que tu as pu voir justement des éléments du Québec qui est encore né pour un petit pain, qui te fâchent encore? Quand, par exemple, tu compares aussi la culture des affaires un peu sur l'Ontario. Quelles sont un peu justement les différences, les sources de qu'est-ce qu'on fait de bien, tes sources de frustration aussi, à partir justement de tes 20 ans à ce que tu sois ici à Montréal? Mais écoute, ça fait 20 ans que je suis ici, puis j'ai passé toute ma vie adulte à Montréal. Donc, qu'est-ce que c'est la réalité là-bas, la réalité ici? Je suis peut-être moins bien placé aujourd'hui que je l'ai été à un moment donné. Mais je pense qu'au Québec, on est moins à l'aise de parler d'argent de façon générale. Et puis, ben oui, je pense que on peut avoir peur des chiffres, on peut avoir peur de la richesse. Et puis ça, je pense que ça peut être limitatif pour certaines personnes d'avoir des préjugés par rapport aux gens qui gagnent bien leur vie ou qui ont des moyens. Puis je pense que si on pouvait se libérer de ça, probablement que ce serait mieux parce qu'on pourrait on pourrait poser plus de questions au lieu de pointer du doigt. Puis je pense on gagnerait tous à avoir une plus grande littératie financière, surtout si on parle de business. Nice. Moi, je connais pas tout. Et puis, je pense pas que je serais en mesure de donner un cours de comptabilité, de management demain. Mais je pense qu'il y a tellement de belles idées ici au Québec, à Montréal, puis sûrement partout. Et puis, souvent, les gens ont peur des chiffres. Puis si les gens pouvaient se libérer de cette peur-là, puis de voir la possibilité de ce qu'ils peuvent faire avec leurs belles idées s'ils maîtrisaient aussi les chiffres, je pense que la communauté at large serait gagnante. Puis, ouais,
C'est ce que je vois. Puis pour un Québécois moyen qui a un beau projet, mais qui a peur des chiffres, tu dirais pas d'aller chercher la formation CPA nécessairement, mais tu leur dirais quoi pour vaincre cette peur-là, en apprendre plus, trouver les ressources? Faut faire un cours Un cours? ou fais-toi des amis. Ouais, c'est aussi s'associer avec les bonnes Bâtir personnes. une business, bon, c'est sûr que ça se fait tout seul, mais j'ose croire qu'à deux, c'est plus empowering, puis c'est plus agréable. Fait que, trouve-toi un ami comptable Ok. ou quelqu'un qui n'a pas peur des chiffres. Ouais. Why not? Interesting. C'est pas avoir peur. Puis je bondis là-dessus aussi. Il y avait un truc que tu nous avais dit par rapport à justement le fait de pas avoir peur des chiffres, pas avoir peur de tout ce que ça implique, tout ça. Tu nous avais dit, ta vision, toi, c'était si tu veux amener le changement, you gotta play the game to change the game. Expression peut-être ontarienne ou peu importe, mais qui se traduit vaguement à si tu veux faire changer les choses dans le jeu, il faut que tu rentres dans le jeu, il faut que tu sois dedans. Puis c'est un petit peu ce que tu as fait, toi, dans le fond. T'as pas en startant le blog shop, tu n'as pas abandonné tes valeurs non plus. Pas du tout. Même tu t'apportes du changement grâce à ta position, là. Je pense qu'on est capable de le faire aujourd'hui à cause de la communauté qu'il y a autour de notre centre d'escalade. Puis je pense que c'est porteur de mouvement. Tantôt, on parlait de lifestyle, puis j'ose croire qu'il y a des gens qui sont plus heureux dans leur vie, puis qui sont plus en santé parce qu'ils fréquentent nos salles d'escalade ou parce qu'ils ont pris du coaching avec un de mes coachs ou parce qu'ils ont vu, je sais pas, un beau gars ou une belle fille puis ils avaient le goût de se mettre en shape ou quelque chose comme ça. Mais après ça, tout le monde a sa stratégie, sa façon de faire. Mais moi, dans la vie, j'aime pas ça me battre contre quelque chose. J'aime me battre pour quelque chose. Puis, bon, si on se dit, je veux partir une business, puis je veux aller chercher de l'argent, ben moi, ma question, c'est, hey, toi, tu as une business, comment t'as fait? Ça, c'est la question que moi, je pose. Puis, c'est ça. Fait que play the game, ben, oui, porter un suit quand tu vas voir ton banquier la première fois, c'est peut-être une bonne idée. Un petit sacrifice. Ouais. Mais je sais pas. Je pense que moi, ça me fait pas peur de jouer le jeu si c'est ça qu'il faut. Après ça, est-ce que je vais... Là, on parlait tantôt de notre salle, puis je pense qu'on a été chanceux dans le sens qu'on a toujours pu être... pas trahir notre essence dans ce qu'on fait. Exact. Puis oui, bâtir une business autour de ce qui est important pour nous. Puis ça nous a toujours très bien servi. Après ça, est-ce que ça va marcher pour tout le monde? Je le sais pas. Mais... je ne vais pas te mettre au spot, mais ce serait quoi les choses que tu dirais qui sont vraiment importantes pour Block Shop? Qui sont comme ça ne changera pas. Là. Over my dead body, on va se mettre à... Je sais pas... vendre des protein shakes. Je sais pas. on vend des protein shakes. Mais je pense ça gravite beaucoup autour du service client. Puis de compromettre de compromettre le service client ou le bel environnement qu'on a créé pour notre équipe, c'est-à-dire notre staff et nous. Ça, je pense que ce sont des intouchables. Donc, Et juste une question par rapport à ça, parce que, tu sais, en termes de communauté, vous avez un sentiment, vous avez une communauté justement de clients qui ont une belle image par rapport à votre organisation. Est-ce que vous avez réalisé dès le début que votre entreprise et votre projet a une responsabilité sociale comme assez importante, ou vous réalisez de plus en plus au fur et à mesure justement que cette relève et cette jeunesse justement continue à se bâtir? Responsabilité sociale, ça serait dans quel sens? Mais ça serait exemple à savoir, OK, donc nous, Block Shop, on est plus qu'un centre d'escalade. Notre mission et nos valeurs ont un impact concret justement envers nos clients et aussi ceux qui vont référer justement Block Shop par rapport à nous, qu'est-ce qu'on stand. Ça change leur vie. Ah, ben un petit peu, écoutez, tout à fait. Mais là, on parle d'un apprentissage d'une vie. Si on parle de que nos clients se sentent bien, que ce soit inclusif. Là, je parle que notre communauté se sente bien, que ce soit inclusif, ouvert à tout. Puis c'est certain qu'on fait un travail constant pour... Mais après ça,
la quête de la perfection, c'est la quête de la perfection et on ne l'atteindra jamais. Mais oui, on essaie de faire en sorte que ce soit éthiquement bien. Évidemment que ça joue dans... C'est intéressant parce que tantôt, on parlait des intouchables, mais bon, ça fait toujours partie de nos considérations. Est-ce que ça va avoir une incidence environnementale? Est-ce que ça va avoir une incidence limitative pour telle ou telle personne, dépendamment de son background ou de... Ouais. Puis on essaie de s'améliorer, d'améliorer notre business, mais c'est pas quelque chose qui va changer demain. Nice. Puis, Nice. Et pour poser la dernière question de ce balado, parce qu'on pourrait parler encore une fois pendant des heures, mais à partir maintenant de tes 20 ans d'expérience à faire un projet que je te le dis vraiment qui est fascinant avec Blockshop, puis je souhaite le meilleur pour les années à venir, est-ce que selon toi, Nick, tu penses que le Québec est né pour un gros pain? on dirait qu'il faudrait que je te pose la question. Non, Pose-moi la question. Go for Non, it. mais je vais y répondre. Est-ce que le Québec est né pour un gros pain? Ben, ça dépend. Si vous me dites que né pour un petit pain, ça veut dire qu'on est condamné à pas faire d'argent puis être soumis à quelqu'un, je vous dirais, ben non. Ça, je suis pas d'accord. Est-ce que le Québec est né pour un gros pain dans le sens que tout le monde a droit à la richesse puis ça lui est dû? Non plus. Est-ce que le Québec a tout ce qu'il faut si quelqu'un est motivé, a une bonne idée puis veut créer un projet porteur? Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Tout est là. Faut juste regarder à la bonne place puis poser les questions aux bonnes places. En tout cas, moi, je l'ai trouvé. Puis, je suis pas un génie. Bien dit, bien dit. Je sais que tu avais dit dernière question, mais je vais tricher parce qu'on a eu une recommandation d'un affamé, Simon Cahouette, C'est vrai, vas-y. qui nous proposait une question intéressante. On voudrait savoir quel livre tu recommanderais. Genre, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, que tu dirais, lisez ça, là, ça va changer vos vies, vous allez ouvrir le futur Blockshop puis devenir millionnaire? Mais là, faudrait peut-être pas que je le dise, parce que là, ils vont venir s'installer en avant de chez moi. C'est le secret, là. Écoute, il y en a toutes sortes de livres, ça dépend. J'adore lire, puis je lis toutes sortes de choses, fait que ça me prendrait plus d'informations pour faire une recommandation. Ou sinon une coupe, mais je dirais peut-être un livre de business, un livre d'affaires qui te change ta discipline peut-être dans la vie, ta façon de connecter avec les gens, par exemple, ça peut être des trucs comme récemment j'ai lu How to Sell Anything to Anybody. Ça fait très sec comme sujet, mais c'est super intéressant. Joe Girard. Ça a changé un petit peu ma façon de voir les échanges. Des bonnes lectures, ce serait Good to Great de... Est-ce que c'est Tom Collins? La misère. Good to Great, super belle. Pas une belle lecture, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Ça sera dans les tags en bas. Start with Why de Simon Sinek. Ouais. Qui fait un très bon TED Talk sur le Golden Circle, c'est peux-tu? Il en a fait tout plein, mais celui-là, je pense pas l'avoir vu. Sinon, Peut-être que je mélange. Let My People Go Surfing de Yvon Chouinard. De Patagonia. Oui, tout à fait. Puis sinon, je pense que Walter Isaacson a écrit des livres fascinants, autant pour si on parle de la vie ou de la business, ou que ce soit Léonard de Vinci, la biographie de Léonard de Vinci ou de Steve Jobs. C'est des belles histoires de gens qui ont changé la façon dont on vit. Puis récemment, j'ai commencé Code Breakers d'Isaacson qui parle des virus ou des technologies pour modifier l'ARN. Là. Puis je viens tout juste de commencer. Ça me fascine. Nice. C'est au goût du jour. Je suis pas rendu très loin. Puis... C'est vraiment des belles suggestions. Ben oui, je te confirme que Good to Great, c'est James C. Collins qui l'a écrit. Donc, toutes les recommandations que tu l'as mentionnées, il sera dans notre description de vidéo YouTube, Spotify et tout.
Puis nous, on le fait pour vrai aussi. Là. Je sais que c'est commun que les podcasts oublie ça, là, mais nous, on le tient à cœur. Allez. Puis la dernière chose, peut-être, on a une petite tradition au balado où on veut te permettre de mettre de l'avant Blockshop pour les gens qui ne savent pas ou qui aimeraient te retrouver par après. Donc, si tu avais un petit 30 secondes, justement, ce qu'on va te donner de gloire, si tu regardes juste ici dans la lentille, si tu veux nous dire un petit peu, c'est quoi Blockshop, où on peut retrouver Blockshop? C'est quoi Blockshop? C'est un endroit où les gens vont trouver des blocs de qualité. C'est un endroit où les gens vont pouvoir s'entraîner pour devenir meilleurs à l'activité qui leur est chère quand ils ne peuvent pas la pratiquer parce qu'il pleut ou parce qu'il y a trop de neige sur les routes. C'est une boutique en ligne où on peut trouver une super sélection de souliers d'escalade, de produits connexes. Et puis, Blockshop, c'est une gang de crinqués. Pour ceux qui sont peut-être pas assez motivés puis qui cherchent la motivation, ben, j'ose croire qu'ils vont la trouver chez nous. Et puis qu'ils vont trouver un de mes collègues qui va les toucher puis qui va être capable de leur partager cette passion-là. Yes. Wow. C'est complète, gang de crinqués, je peux confirmer ça. Là. Ouais. Donc, il ne reste plus qu'à aller mettre vos chaussures d'escalade, un petit peu de craie dans les mains, puis montrer votre prochain mur. Et j'ai aussi pas assez d'informations. Donc, il y a Blockshop Chabanel à côté du marché central. Il y a aussi Blockshop dans le coin de Schlaga. Tout à fait. Donc, c'est vraiment les deux emplacements plus populaires. Est-ce que c'est un emplacement que j'ai manqué ou... Non, pour le moment, il y en a 2. Parfait. Ouais. Parfait. Donc, voilà, allez, et si vous allez à Blockshop Chabanel, allez voir mon cher ami Édouard Gaillard. C'est lui qui a convaincu d'aller te voir en personne. Donc, un énorme merci, Édouard. Alors, maintenant, on peut suivre Né pour un gros pain? On peut nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn aussi. On poste des articles intéressants, des différentes nouveautés et aussi les actualités de tous nos invités, nos partenaires avec qui on collabore. Donc, c'est pas mal ça pour nos réseaux. Puis, si vous voulez nous découvrir en vidéo, puis vous écoutez seulement sur Spotify ou les autres plateformes, et on est aussi sur YouTube. On peut voir nos jolis minets là-bas. Donc, Nick, merci encore une fois d'être venu au balado. Ça fut un plaisir. Yes. Hamza, merci d'avoir été à mes côtés. Merci. Maintenant, prenons une bière et profitons vraiment de la vraie discussion. Yes. Good. On se revoit la semaine prochaine. Au prochain épisode. Yes. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.